C'est un plaisir pour les vieux Pékinois, grimper à reculons à l'aube sur la colline de charbon, s'ébrouer de quelques mouvements de tai chi et appeler d'un cri langoureux les âmes qui sommeillent encore en contrebas sur les toits vernissés de la cité interdite. Car elle est là, comme si rien n'avait changé, comme si tout partait encore d'ici vers le moindre recoin de l'Empire du Milieu. À la fois siège du gouvernement et résidence de la famille impériale, c'est le plus grand palais du monde, pour l'un des plus vieux pays du monde et le plus peuplé. À l'époque, 40 000 personnes habitent ici. Ah oui? Oui, il y a seulement un empereur, et beaucoup de concubines, une impératrice et aussi des servantes et des eunuques. Wang Yunhui est une passionnée de la cité interdite, dont elle connaît les moindres recoins. Elle nous servira de guide. 960 mètres de long sur 750, l'actuel palais impérial ne représente que le tiers de l'ensemble architectural voulu par les empereurs Ming au XVe siècle. Le cœur, en fait, de cet ensemble, entouré de douves, ponctué régulièrement d'élégantes tours de guet, élégantes avec des gardes, sans pitié. Ici, à l'époque, pour les gens normaux, ils ne peuvent pas même approcher. Il y a beaucoup de soldats qui surveillent aux alentours de la cité interdite. S'il y a des gens qui s'approchent, qui ne s'arrêtent pas, ils ont le droit de couper la tête. 3 portes. Celle du milieu est réservée à l'empereur. L'impératrice peut l'emprunter 2 fois. Pour son mariage avec le Fils du Ciel, titre du souverain, et après sa mort, pour son enterrement. Le palais impérial est divisé en 2. La première partie est consacrée aux affaires d'État. Sur les côtés, des bureaux pour les ministres. Au milieu, au cœur de l'Empire, le pavillon de l'harmonie suprême. Tout ici est symbole. Les tuiles sont jaunes, couleur réservée à la famille impériale. Les dragons, figure de l'empereur, sont omniprésents. Et des lions féroces protègent les lieux. Ce pavillon, c'est un peu une salle du trône. Ironie de l'histoire, tout un chacun, tout prolétaire peut aujourd'hui s'asseoir sur une réplique de ce siège pour s'y faire photographier en tenue impériale, alors qu'il aurait déjà dû avoir la tête coupée 10 fois. De cette salle de l'harmonie suprême partent toutes les décisions qui vont impacter la vie du moindre paysan dans les villages les plus reculés de l'Empire. C'est un gouvernement très centralisé. C'est dans une personne, c'est l'empereur lui-même. Qui décide de tout. Qui décide de tout. Au-delà de l'harmonie suprême, c'est l'harmonie privée, pourrait-on dire. Les appartements de la famille impériale, toujours forcément très harmonieuse. Après la porte, c'est le monde des femmes. Qu'un seul homme, l'empereur. Et les autres hommes sont des eunuques. Le dernier eunuque de la cité interdite, le voilà, il est mort il y a quelques années. Il aurait pu connaître la dernière souveraine de la Chine, l'impératrice douairière Sisi. C'est elle qui gouvernait le pays depuis ce lieu. Femme redoutable et impitoyable, elle aimait pourtant la simplicité de ce petit coin du palais aux dimensions moins impériales et plus humaines. C'est un petit jardin calme avec des oiseaux, des arbres. La vie est très tranquille. Elle installait sur le trône des empereurs enfants, choisis dans sa grande famille, 3 successivement, et en fait elle dirigeait le pays derrière un rideau. Lorsqu'ils devenaient adultes, ces empereurs enfants mouraient. Bizarre, bizarre. En 1908, elle choisit un neveu, Puyi, comme fils du ciel. Il a 2 ans. Il sera le dernier empereur, au destin tragique, balayé par 2 révolutions et une guerre mondiale. Le palais impérial, sa petite propriété de famille de 8704 pièces, fut nationalisé et transformé en musée. C'est aujourd'hui le monument le plus visité au monde.